À l'armement et au matériel moderne des Allemands, l'armée russe n'a à opposer que la bravoure de ses soldats. Les blessés affluent dans les grandes villes et en particulier dans la capitale. Dès le début de la guerre, Alexandra a décidé de suivre des cours d'infirmière. Et accompagnée de ses 2 filles, elle se met au service des blessés. La tsarina supervise la mise en place de 85 nouveaux hôpitaux dans la seule région de Petrograd et décide même d'installer une annexe hospitalière au rez-de-chaussée du palais d'hiver. Et les 3 femmes insistent pour soigner elles-mêmes les blessés. Les blessés n'aimaient pas avoir affaire à elles parce qu'elles n'avaient aucune expérience. Après leur départ, il fallait souvent refaire les bandages, ce qui était douloureux. Les lettres d'Alexandra à son mari parlent à longueur de page des souffrances qu'elle côtoie quotidiennement. Nous avons dans les archives plus de 600 lettres d'elle, dont les 2 tiers ont été écrites pendant la guerre. Elle en écrivait jusqu'à 2 ou 3 par jour. Niki et Alix écrivaient en anglais, la langue avec laquelle ils communiquaient le mieux entre eux. Et leur longue séparation ne faisait qu'amplifier l'intensité de leur amour. Niki, mon doux amour, en ce jour anniversaire de nos fiançailles, mes pensées les plus tendres vont vers toi, remplissant mon cœur d'une gratitude sans borne pour l'amour intense et le bonheur que tu m'as donné depuis ce jour inoubliable d'il y a 22 ans. Puisse Dieu m'aider à te rendre au centuple ta bonté. Oui, en vérité, je doute qu'il puisse y avoir beaucoup d'épouses aussi heureuses que moi. Alix. Mon rayon de soleil adoré, quand je lis tes lettres, mes yeux s'embuent de larmes. Je te vois étendu sur ton divan et je t'écoute assis dans mon fauteuil sous la lampe. Je ne sais pas si je serais parvenu à supporter toutes ces épreuves si Dieu n'avait décidé de te donner à moi comme épouse et amie. Je t'embrasse tendrement, ainsi que les enfants. À toi à jamais, ton Niki. En mai 1915, l'armée russe s'empare de Peremilsk, une importante place forte en Pologne. La victoire célébrée dans l'enthousiasme sera sans lendemain. Les mois suivants voient se succéder les défaites. Pour alléger les soucis de son mari retenu sur le front, Alexandra commence à s'intéresser de plus près aux affaires publiques. Elle a pris l'habitude de consulter Raspoutine, notre ami, comme elle l'appelle, sur la nomination ou le limogeage des principaux dirigeants. Première cible, le grand-duc Nikolaï, oncle du tsar et commandant en chef des armées. Je t'en supplie, mon ange. Je n'ai aucune confiance en Nicolas. Je suis obsédée par ce que dit notre ami. Et je sais qu'il serait fatal pour nous et le pays qu'il ne soit pas écouté. Tu connais la haine intense de Nicolas pour Grégory. On ne sait plus qui est l'empereur aujourd'hui. Nicolas s'occupe de tout et prend toutes les décisions. Fin août 1915, Nicolas convoque le Conseil des ministres et lui fait part de sa décision de limoger le grand-duc Nikolaï. Transférer à un autre le commandement de l'oncle Nicolas aurait été parfaitement normal. L'erreur a été de prendre lui-même ce haut commandement.
mais ça répondait à une inspiration mystique. Il a voulu être la victime expiatoire, l'agneau immolé au dieu de la guerre. Il voulait avoir sa part de la tragédie vécue par les soldats russes. Mon rayon de soleil adoré, Dieu merci, tout est terminé. Et me voici avec sur les épaules cette nouvelle responsabilité énorme. Quel bonheur l'idée que ma petite femme me seconde lorsque je suis loin. Ah, si tu avais accepté depuis longtemps de le faire. Il y avait entre eux une relation très profonde, un lien physique très fort. C'était véritablement deux amants. Et de ce fait, il avait totalement confiance en son jugement et en sa sagesse. Mais la pauvre femme était égarée. Mon tendre aimé, nous avons mené de grands combats pour notre pays et la couronne, seuls, avec courage et décision. Nous sommes au début de la plus grande gloire de ton règne. Notre ami le dit, et j'en suis profondément convaincue. Je suis près de toi à jamais, et rien ne pourra nous séparer. Ton épouse, Alix. Nicolas est retenu sur le front. Le pouvoir dans la capitale est désormais dans les mains de l'impératrice. Et dans l'ombre de celle-ci, l'influence de Raspoutine devient de plus en plus pesante. Le quartier général de l'armée russe a été transféré pour des raisons de sécurité à Mogilev, non loin de Moscou. Le petit Tsarevitch a été envoyé rejoindre son père, une sorte d'apprentissage de la vie militaire. Nicolas, dans ses lettres, rassure la maman. On aime bien dormir côte à côte. Nous récitons nos prières chaque soir et je lui lis tes lettres. Il embrasse ta signature. Sa présence est une joie et un réconfort pour tous ici. Depuis des mois, le Tsarevitch va bien. Mais tout d'un coup, en décembre 1915, il est victime d'un très violent saignement de nez. Et aussitôt renvoyé à l'impératrice et aux prières de notre ami. Raspoutine est maintenant installé à demeure à Petrograd. Il occupe un appartement relativement modeste au 64 de la rue Gorokovaya. Avec l'impératrice, sa conduite est celle d'un homme respectueux et dévoué. Et celle-ci est convaincue que les débauches dont il est accusé ne peuvent être que des calomnies. Profitant de la confiance d'Alexandra, il essaie d'intervenir de plus en plus, surtout dans les attributions de poste. Les gens comme mon grand-père, qui était gouverneur de Saint-Pétersbourg, recevaient des notes de la main de Raspoutine. Toutes commençaient de la même façon. Cher ami, veuillez nommer monsieur un tel aux fonctions de... Et là, ce qui lui passait par l'esprit. Le gouverneur Zinoviev jetait ses notes au panier. Et il est vraisemblable que ces interventions n'avaient pas d'influence réelle sur les nominations ministérielles. Ce qui a vraiment compté en ce qui concerne Raspoutine, ce n'est pas son pouvoir réel, mais celui que lui attribuait la société russe. Comment il était perçu et en quoi cela a contribué à détruire le prestige de la dynastie, voilà ce qui est important dans le déroulement de la révolution russe. En décembre 1916, Raspoutine écrit au tsar. J'ai le sentiment que je perdrai la vie avant le 1er janvier. Tsar de la terre russe, si tu entends sonner la cloche qui t'annoncera que Grégory a été tué, sache bien ceci. Si ce sont des personnes de ta parenté qui ont comploté ma mort, alors aucun membre de ta famille, c'est-à-dire aussi bien tes enfants que tes proches parents, ne vivront au-delà de 2 ans. Ils seront tués par le peuple russe. Grégory.
À Petrograd, les interventions supposées de Raspoutine apportent de l'eau au moulin des ennemis du tsar. Et finalement, un député de la Douma a le courage de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Vladimir Purishkevitch est pourtant un ardent monarchiste. Les ministres du tsar sont des marionnettes dont les fils sont étroitement tenus par Grigori Raspoutine, ce mauvais génie de la Russie, du tsar et de l'impératrice Alexandra, l'Allemande, qu'on a laissé occuper le trône. Le refus du tsar de débarrasser la Russie et lui-même de cet homme corrompu pousse le pays dans un abîme auquel on ne pourra bientôt plus échapper. Les proches de Nicolas sentent l'urgence d'agir. Son cousin germain, le grand-duc Dimitri, décide de relever le défi. Si le tsar refuse de mettre fin à l'influence de Raspoutine, il s'en chargera, lui. Un plan est établi par le prince Yusupov, un des hommes les plus riches et les plus extravagants de Russie, mais insoupçonnable comme assassin. Purishkevitch fera partie de la conjuration et fournira l'arme du crime. C'est le grand-duc Dimitri qui doit fixer la date de l'exécution. Grande figure de la cour, sa première soirée libre est le 16 décembre. Rendez-vous est pris pour cette date. Yusupov parvient à attirer Raspoutine dans son palais sous prétexte de partie fine. Et il l'entraîne au sous-sol. Purishkevitch a raconté la suite de cette terrible nuit. Les conjurés ont cru avoir affaire à une créature démoniaque. Empoisonné au cyanure, roué de coups violents, atteint de 3 balles à bout portant, il continue à respirer. Tsar de la terre russe, si ta famille a comploté ma mort, pas un des tiens ne restera en vie plus de 2 ans. Grégory. Pour être sûr d'avoir achevé leur œuvre, les conspirateurs décident de jeter son corps dans la Neva. On retrouvera le corps 3 jours plus tard. Une de ses bottes a été découverte sur le pont Petrovski, poussant la police à chercher dans le fleuve. L'autopsie ne décèlera aucune trace de poison dans le sang, ni d'eau dans les poumons. Raspoutine est mort de ses blessures par balle. Alexandra est inconsolable. Elle demande que Raspoutine soit enterré dans le parc de Tsarskoye Selo, pour être plus près d'elle par sa présence spirituelle. À la fin 1916, la situation de l'armée russe est dramatique. La présence du tsar à la tête de ses troupes ne suffit pas à leur donner la victoire. Et même Dieu, appelé en renfort, ne parvient pas à renverser la situation. À l'arrière, on manque de tout, et le gouvernement est incapable de faire face. Alexandra, qui, en l'absence du tsar, conduit de plus en plus les affaires et de façon désastreuse, est rendue responsable de tous les malheurs. De plus en plus, on se persuade que cette Allemande est une espionne au service du Kaiser.